Grand 2. La naissance du projet français d'intervention en Algérie. 1659. La paix des Pyrénées. 1659. La France entre dans une époque charnière qui s'achèvera le 9 mars 1661 lorsque, quelques heures seulement après la mort de Mazarin, Louis XIV convoquera ses ministres pour leur annoncer sa volonté de régner en maître. De 9 à 14 ans, lui a connu les tribulations de la guerre civile. La Fronde, nous dit François Bleuch, n'a pas seulement impressionné la sensibilité du prince, elle a formé son esprit et forgé son caractère. Le temps des troubles avait, mieux que toute autre expérience, achevé de développer l'intelligence, la raison, la mémoire et la volonté de lui. Les rudes événements qui secouèrent la nation entre 1648 et 1653 firent de l'enfant un adulte, d'un petit prince le grand roi. Fin de citation. Durant son adolescence, avec l'aide de Mazarin, son parrain et mentor, Louis XIV s'est initié aux affaires du royaume. À 12 ans déjà, il parcourait le pays et visitait la plupart des provinces de France. Au cours du dernier conflit avec l'Espagne, lui, âgé à peine de 14 ans, s'est initié à l'art de la guerre. Malgré sa jeunesse, il a pris part au siège de Sainte-Manoult auprès du monsieur le maréchal vicomte de Turenne, à qui, 2 ans plus tôt, il avait pardonné sa participation à la Fronde. Il s'est exposé à tous les dangers, inquiétant souvent ses proches. Il a suivi la campagne de Flandre de 1655, puis celle de 1658, au cours de laquelle il est tombé gravement malade. Pendant plusieurs semaines, la crainte d'une issue fatale a provoqué la légitime angoisse d'Anne d'Autriche, l'attente de tout un peuple, celle de l'Europe entière, l'inquiétude de Mazarin et l'appréhension de la maîtresse du jeune souverain, Marie Mancini, nièce du cardinal. La perspective de la disparition du souverain a fait renaître les intrigues des courtisans qui, déjà, se sont tournés vers monsieur, le jeune frère du roi. Cruelle leçon nouvelle, après des rudes leçons récentes de la Fronde. En ce mois de juin 1659, lui est complètement rétabli. Il a tout juste 20 ans. La guerre d'Espagne a tourné à l'avantage de la France. Les préliminaires de paix ont débuté. Le traité des Pyrénées assurera bientôt au pays une position dominante en Europe. Le mariage espagnol du jeune souverain est décidé. Lui doit s'arracher des bras de Marie Mancini. Louis XIV et le royaume d'Alger. En dépit des événements qui se précipitent, du règne qui s'accélère, le 14 de ce même mois de juin, Louis XIV adresse au pacha d'Alger Ibrahim une lettre pour l'informer qu'il a désigné Louis Campan, écuyer de Marseille, pour établir le bastion de France. Cette lettre, premier document officiel adressé par Louis XIV à Alger, témoigne de son intérêt personnel pour les affaires du Maghreb. Lui, fervent défenseur de l'apostolat de Vincent de Paul et de ses lazaristes auprès des esclaves chrétiens d'Alger, est vivement contrarié par l'audace des barbaresques qui narguent impunément sa marine en Méditerranée et n'hésitent plus à débarquer sur les côtes de Provence. Maintenant que l'Europe est en paix, l'attention de Louis XIV peut se tourner vers l'Afrique et la Méditerranée. C'est auprès du chevalier Paul, le plus farouche adversaire des corsaires d'Alger, que le jeune souverain va chercher conseil pour reprendre la maîtrise de la mer. Le jeune roi est admiratif des prouesses du chevalier et semble-t-il fasciné par sa personnalité. Il apprécie le courage et les qualités humaines de ce fils de lavandière devenu un de ses meilleurs amiraux. Depuis la disparition de Sourdis, et surtout depuis la mort prématurée de Maillet Brézé, qui a privé la marine de son meilleur espoir, Paul est un des derniers survivants des marins du temps de Richelieu, toujours victorieux des Espagnols comme des barbaresques. Le chevalier Paul. Fils d'une lavandière de Marseille, Paul est né en 1598 en mer, un jour de fort mistral à bord d'une barcasse qui assurait la liaison du vieux port au château d'If,
où sa mère allait livrer son linge au gouverneur de la forteresse. Louis XIV et le royaume d'Alger. En dépit des événements qui se précipitent, du règne qui s'accélère, le 14 de ce même mois de juin, Louis XIV adresse au pacha d'Alger, Ibrahim, une lettre pour l'informer qu'il a désigné Louis Campan, écuyer de Marseille, pour rétablir le bastion de France. Cette lettre, premier document officiel adressé par Louis XIV à Alger, témoigne de son intérêt personnel pour les affaires du Maghreb. Lui, fervent défenseur de l'apostolat de Vincent de Paul et de ses lazaristes auprès des esclaves chrétiens d'Alger, est vivement contrarié par l'audace des barbaresques qui narguent impunément sa marine en Méditerranée et n'hésitent plus à débarquer sur les côtes de Provence. Maintenant que l'Europe est en paix, l'attention de Louis XIV peut se tourner vers l'Afrique et la Méditerranée. C'est auprès du chevalier Paul, le plus farouche adversaire des corsaires d'Alger, que le jeune souverain va chercher conseil pour reprendre la maîtrise de la mer. Le jeune roi est admiratif des prouesses du chevalier et semble-t-il fasciné par sa personnalité. Il apprécie le courage et les qualités humaines de ce fils de Lavandière, devenu un de ses meilleurs amiraux. Depuis la disparition de Sourdis, et surtout depuis la mort prématurée de Maillet-Brézé, qui a privé la marine de son meilleur espoir, Paul est un des derniers survivants des marins du temps de Richelieu, toujours victorieux des Espagnols comme des barbaresques. Le chevalier Paul. Fils d'une lavandière de Marseille, Paul est né en 1598 en mer, un jour de fort mistral, à bord d'une barcasse qui assurait la liaison du vieux port au château d'If, où sa mère allait livrer son linge au gouverneur de la forteresse, Paul de Forcia de Pille. Ce dernier, vraisemblablement père du nouveau-né, lui donna son prénom, en fit son filleul et l'éleva au château d'If. Après 12 ans passés sur cette île fortifiée, le jeune Paul, passionné par la mer, se cache un beau jour dans la cale d'une tartane qui fait escale à Marseille. Le patron, qui le découvre au large, est bien obligé de le garder à son bord. Notre mousse, à bord de sa tartane, cabote pendant 4 ans sur les côtes de Provence, jusqu'au jour où, à 16 ans, il rencontre à La Ciotat une galère de Malte et s'engage dans le célèbre ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il révèle rapidement ses qualités de marin et de combattant. Mais, fort querelleur, à la suite d'une rixe, il provoque en duel un sergent de l'ordre et le tue. Menacé de pendaison, il est sauvé par l'intervention de son parrain. L'ordre de Malte le fit embarquer sur un brigantin pour aller chercher les barbaresques sur les côtes de Grèce. Son capitaine est tué au cours d'un combat, Paul le remplace. Il a juste 20 ans. Il s'empare de l'île Mosconi, au bord des côtes turques, la fortifie et en fait sa base d'opération contre les barbaresques. La mer Égée, puis toute la Méditerranée retentit de ses exploits. En 1637, il est reçu en héros à Malte et fait chevalier de l'ordre. Le grand maître le recommande à Richelieu qui l'intègre dans sa marine comme capitaine de vaisseau. Rapidement chef d'escadre, il participe à d'innombrables combats, remporte de nombreuses victoires. Il est la terreur des Espagnols, des Anglais et des barbaresques. Grand ami de Vincent de Paul, il se consacre à la chasse aux pirates et à la libération des chrétiens prisonniers en Afrique du Nord. Courageux, exigeant pour ses subordonnés, il est d'une détermination sans faille. Les récits de ses exploits se mêlent à la légende. En 1650, le roi anoblit le chevalier Paul, qui figure désormais parmi les célébrités de son époque. Le fils de Lavandière, ce bâtard marseillais, brille maintenant à la cour de Louis XIV. En septembre 1651, lors des fêtes grandioses données à l'occasion de la majorité du roi, Paul, pourtant piètre cavalier, tient à figurer à la cavalcade où paraissent les célébrités de l'époque. Madame de Motteville, historiographe d'Anne d'Autriche, rapporte la participation de l'amiral en ces termes. Le chevalier Paul, fameux en nos combats de mer, bien qu'il n'eût jamais monté à cheval,
pour faire voir sans zèle au service du roi, voulut paraître en cette cérémonie, étant vêtu en broderie d'or et d'argent et de pierreries, avec sa croix de chevalier estimée à 10 000 écus, et un baudrier couvert de figures de relief, en broderie d'or et d'argent, du prix de 8 000 livres, monté sur un cheval baie clair, difficile à gouverner, dont la housse étant de velours semé de perles, ayant ensuite de la cavalcade, splendidement traité à dîner plusieurs seigneurs de la cour, où l'assurance avec laquelle ce chevalier avait, en la présence du roi, manié son cheval, n'en ayant jamais monté, fit diminuer celle du roi Abatalipa, que les Espagnols exaltent tant pour ne s'être point fui à la première rencontre d'un cheval dans la bataille qu'ils lui donnèrent au Nouveau Monde, n'en ayant jamais vu. Le 8 mai 1659, Paul est prému commandeur de Malte. Puis, par habitude ou par amitié, le roi et ses contemporains vont le plus souvent continuer à désigner le nouveau commandeur amiral sans patronyme sous l'appellation de chevalier Paul. Révolution à Alger. La lettre de Louis XIV à Ibrahim Pacha ne recevra jamais de réponse car une révolution a éclaté à Alger. Là-bas, personne n'était satisfait des pachas triennaux qui n'avaient qu'un seul souci, s'enrichir avant de retourner à Constantinople. Le départ de nombreux étrangers, découragés par la mauvaise foi et les constantes avanies dont ils étaient victimes, a provoqué une diminution sensible du commerce. Les janissaires, jaloux des raïs, regrettaient les coutumes anciennes qui faisaient d'eux les véritables maîtres d'Alger. Les raïs, quant à eux, étaient mécontents de la baisse de leurs ressources, amputées de la part importante que les pachas prélevaient sur leurs prises. À l'intérieur du pays, la situation s'était dégradée. En Kabylie, les Berbères, se plaignant de la perte de ressources qu'entraînait pour eux la destruction du bastion de France, avaient décidé de ne plus payer l'impôt à Alger. Quant aux Koukou, reprenant une nouvelle fois leur autonomie, ils avaient désigné un émir indépendant, Si Ahmed Ben Ahmed, qui résidait dans le port de Tangout à l'ouest de Bougie. À l'issue de son mandat, au cours duquel il s'était enrichi d'une fortune de plus de 200 000 piastres, Ibrahim, avant de rentrer à Constantinople, avait annoncé sa volonté de retenir la dîme sur l'argent envoyé par le sultan à ceux des raïs qui avaient accepté de rallier la flotte ottomane. Ibrahim estimait en effet que leur départ entraînerait pour lui un manque à gagner sur la part qu'il prélevait ordinairement sur leur prise. Cette annonce avait déclenché une émeute à Alger dont les janissaires étaient sortis victorieux, décidant de priver le pacha de son pouvoir exécutif. Celui-ci serait désormais détenu par le divan, présidé à tour de rôle par les membres de la milice. Cette révolution qui transformait le pachalik d'Alger en une république militaire constituait une revanche de la milice des janissaires sur la taïfa des raïs. Au moment où se déroulaient ces événements, la France n'avait plus de consul pour défendre ses intérêts à Alger. Le père Barrault avait dû quitter son poste à la suite du conflit qu'il avait opposé aux négociants d'Alger et aux commerçants de Marseille. On lui reprochait une mauvaise utilisation des sommes destinées au rachat des esclaves et, de surcroît, on estimait injuste la répartition qu'il avait faite des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de l'affaire Piquet. Le nouveau pouvoir à Alger semble manifester de meilleures dispositions que ses prédécesseurs à l'égard des étrangers. Mais il ne s'agit que d'une trêve. Le premier Ara est assassiné pour avoir tenté de reprendre les rênes du gouvernement. Son successeur, Ramdan, durcit de nouveau la position d'Alger vis-à-vis des étrangers et intensifie la course. Les barbaresques s'en prennent désormais à tous les bâtiments sans aucune distinction des pavillons, ce qui va entraîner des pertes considérables pour les commerçants marseillais. En cette fin de 1659, les relations entre la France et le pachalik d'Alger sont particulièrement tendues. Alger a toutefois accepté la désignation des nouveaux consuls de France. Mais le père du Bourdieu,
Un autre lazariste, désigné pour ce poste, arrive à Alger le jour même où Ramdan vient à son tour d'être assassiné et où il a été remplacé par un renégat portugais, Chaban Pacha, hostile à la France. Le traité des Pyrénées, signé le 7 septembre, en mettant un terme provisoire aux guerres européennes, redonne à la France une grande liberté d'action. Nombreuses sont alors les voix qui s'élèvent auprès de Mazarin et de Louis XIV pour recommander une intervention militaire vigoureuse contre Alger. Le cardinal continue à y rester sourd, mais le jeune souverain n'y est pas insensible. 1660, la visite du roi à Toulon, état de la marine française. Début 1660, Louis XIV, qui poursuit la visite des provinces de son royaume, se rend en Provence. Le 7 février, accompagné de la reine-mère, de Monsieur, de Mazarin et de la cour, il arrive à Toulon pour y inspecter la marine du Levant. La Gazette de France du 12 février 1660 fait un récit coloré de cette importante visite. Le 7 de ce mois, nous, consuls ayant eu avis que leur majesté devait arriver le soir ici, firent sortir devant elles 4000 habitants et autant de bataillons. Elles furent conduites aux acclamations du peuple et au bruit de 100 pièces de canon dans le logement qu'on leur avait préparé. Elles eurent beaucoup de satisfaction de voir notre beau port, avec le grand nombre de vaisseaux et de galères, lesquels y abondent, et d'où elles furent saluées de plus de 500 coups de canon. La Gazette omet de préciser que la plupart des navires de guerre du port de Toulon sont coulés à fond ou piqués par des vers, font eau de toutes parts et sont inaptes à prendre la mer. Le 8, le roi se promena dans notre port, sur une magnifique galère qui avait été équipée exprès et était suivie de quantité de barques des mieux ajustées. Précisons ce que fait la Gazette de France, que la galère en question était la seule disponible ce jour-là à Toulon. Au cours de cette visite, le roi est guidé par le chevalier Paul. En l'honneur du souverain, l'amiral a organisé un spectacle de combat naval dans la rade. Mais, faute de navires de guerre disponibles pour monter ce spectacle, il a été dans l'obligation de réquisitionner des bâtiments de commerce. Le 8 au soir, pour conclure le voyage de Louis XIV, le chevalier Paul donne une grande réception dans sa cassine, véritable petit palais des environs de Toulon. On raconte que le roi et les dames de la cour furent émerveillés de pouvoir cueillir des oranges confites que Paul avait fait suspendre aux branches même des orangers de son vaste verger. Pendant ces 2 jours de visite, le chevalier Paul a eu de longs entretiens avec le roi. On présume leur contenu. On imagine la leçon d'histoire maritime donnée à son jeune souverain par le vieux marin qui a connu les temps glorieux de la marine de Richelieu. Alors qu'il naviguait encore sous le pavillon de Malte, il a assisté à la restauration par le cardinal d'une marine ruinée par les guerres de religion. Sous la bannière fleur-de-lysée, Paul a participé à tant de combats victorieux. En 1636, dans l'escadre de Sourdis, son rôle a été essentiel au combat de Guetaria. La flotte espagnole y fut presque totalement détruite. L'année suivante, avec Abraham Duquesne, ils ont attaqué et ravagé les côtes d'Espagne. Plus tard, sous les ordres du jeune neveu de Richelieu, Maillé-Brézé, il a participé à 3 victoires décisives contre la flotte espagnole. Cadix en 1640, Barcelone en 1642, le cap Cata près de Carthagène en 1643. 3 ans après, il a dirigé le débarquement de Toscane et s'est distingué à la bataille d'Orbitello. C'est au cours de ce combat que Maillé-Brézé a trouvé la mort. Un boulet lui a arraché la tête. Cet amiral, le plus brillant marin français de sa génération, colonel à 15 ans, général des galères à 20 ans, grand maître et surintendant général du commerce et de la navigation à 24 ans, a été tué en pleine gloire. Il n'avait que 27 ans.
Sa disparition a sonné le début d'une décadence rapide de la marine française, complètement négligée par un pays plongé dans ses luttes intestines. Pour poursuivre son combat contre les Espagnols et contre les barbaresques, le chevalier Paul a dû se résoudre à armer parfois des bâtiments avec ses propres deniers. Sans aller jusqu'à affirmer avec Louis Nicolas qu'en cette année 1660, la France n'a plus de marine, il convient d'admettre qu'elle est dans un bien triste état. Des 65 vaisseaux et des 22 galères qui constituaient la flotte de guerre du temps de Richelieu, il nous reste, écrira plus tard Colbert dans un mémoire au roi, que 6 méchants corps de galères. Tous les autres sont coulés à fond dans le port de Toulon et une vingtaine de vaisseaux, plusieurs même hors d'état de servir, ayant presque péri dans le port sans servir faute de radoub. Notre Schurm, poursuivra le ministre, est réduite à 800 ou 900 forçats, la plupart malades et affaiblis de misère. Les capitaines sont inexpérimentés par une si longue inaction. Les meilleurs matelots et une infinité d'autres sont passés au service des étrangers, faute de trouver un emploi en France. L'état de la flotte de servitude est encore plus désastreux. Il ne reste que 8 brûlots et 4 flûtes. Dans son mémoire, Colbert ajoute « Sa Majesté, ayant fait examiner l'état de ses vaisseaux et galères, a trouvé que, depuis 10 ans, l'on n'avait jamais vu en mer plus de 2 ou 3 vaisseaux de guerre français, tous les magasins de marine étant entièrement dénués de toutes choses. » Et il conclut son rapport en affirmant que la marine, en laquelle réside la meilleure partie de la gloire d'un prince, est réduite au plus pitoyable état qu'on puisse imaginer. Des grands amiraux du temps de Richelieu, il ne reste que Paul de Duquesne. Ce dernier sort d'une longue période d'inactivité de 10 ans et vient juste de regagner la flotte du Levant. Abraham Duquesne est un marin exceptionnel, mais l'homme est intéressé et a un caractère particulièrement difficile. Il est en conflit permanent avec ses chefs comme ses subordonnés. Protestant convaincu, il refusera toujours de se convertir, mais restera cependant indéfectiblement loyal envers le roi, qui, appréciant la droiture du serviteur et connaissant la compétence exceptionnelle du marin, lui gardera toujours sa confiance. Depuis 1650, la marine est théoriquement commandée par César, duc de Vendôme, fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. César détient en effet la charge de chef et surintendant de la navigation et du commerce. Charge dont Pélisson nous dit qu'elle est la même que celle d'amiral de France, déguisée seulement d'un nom plus modeste par le cardinal de Richelieu. Cet amiral de France n'a aucune expérience de la mer. Il est heureusement secondé par un vrai marin, le vice-amiral Nuchez, commandeur de Malte, un cousin de Madame de Sévigné et ami de Fouquet. Il reste cependant quelques bons capitaines, parmi eux l'Alméras, de Fricambol, des Ardents et surtout Cabaret et le chevalier de Valbelle. Ce dernier, surnommé le Tigre, est un Provençal au caractère indépendant. Fort indiscipliné, insolent, joueur et duelliste, il n'en est pas moins sympathique. Mais fidèle, il est adoré de ses équipages. Marin audacieux et particulièrement habile, il est le champion de ce qu'on appelle la course à bourre, où nos capitaines ne se contentent plus de pourchasser les barbaresques, mais où, devenus corsaires à leur tour, ils n'hésitent plus à arraisonner les navires marchands turcs et à débarquer sur les côtes d'Afrique pour y capturer des esclaves destinés au Schurm royal. La discipline tant à terre qu'à bord est fort dégradée. La pratique frauduleuse des passe-volants de nos jours, nous parlerions d'emploi fictif, s'est généralisée sur les bâtiments de guerre. Elle consiste pour les capitaines à présenter aux revues des hommes non enrôlés afin de bénéficier de paix supplémentaires. De nombreux officiers,
ont installé sur leurs vaisseaux des chambres d'air, sortes de logements bordés de galères, ouvertes au jour, servant de demeure à leurs épouses et d'autres membres de leur famille. Certains vont jusqu'à élever à bord des volailles, des moutons, des cochons et même des bovins. Plus grave, l'indiscipline, voire l'indépendance dont témoignent les capitaines qui, à l'échelle de Duquesne, n'hésitent pas à critiquer les ordres de leur chef et parfois même à y désobéir sciemment. Ainsi, en cette année 1660, à la suite d'un désaccord avec le chevalier Paul, Valbel va s'éloigner de Toulon et mener pendant plusieurs années une vie d'aventure à travers la Méditerranée, ce qui ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, alors qu'il a été condamné par contumace à avoir la tête tranchée, de reprendre du service dans la Royale et d'y poursuivre une brillante carrière. Mais parmi tous les défauts signalés à Louis XIV au cours de ce bref séjour à Toulon, celui qui le frappe particulièrement et dont il souffre le plus est de constater le nombre honteusement faible des bâtiments de sa flotte comparé à celui des marines des autres nations européennes. Il a d'autant plus de peine à se résigner à cette infériorité que, sur Terre, ses troupes prédominent sur toutes celles des nations voisines. Si la marine espagnole sort, elle aussi très affaiblie par ses longues années de guerre, l'anglaise, en revanche, et en dépit des à-coups de la guerre civile, a continué à se développer. Pendant les 5 dernières années de la République, 71 nouveaux vaisseaux sont sortis des chantiers britanniques. Quant à la marine hollandaise, commandée par des chefs éminents comme Tromp et surtout comme le fameux Ruyter, elle est de loin la première du monde. Marins anglais et hollandais ont acquis par leur dure guerre, nous dit Louis-Nicolas, une expérience précieuse et pris sur les Français une bonne avance technique. Le retard de notre flotte de commerce sur celle des Anglais et des Hollandais est encore plus manifeste. Sur les quelques 20 000 navires qui assurent le commerce sur les mers du monde, la Hollande en possède 15 000 à 16 000, l'Angleterre 3 000 à 4 000 et la France 500 ou 600 seulement. Après avoir décrit au roi cette situation misérable, Paul l'a sûrement supplié de porter plus d'attention à la marine que Mazarin ne l'a fait jusqu'alors. Cette arme est indispensable à la France pour accomplir le destin qui lui sourit maintenant que l'Espagne est vaincue et que la paix est rétablie en Europe. L'amiral a suggéré les mesures nécessaires à sa rénovation. Il a sans doute profité de cette entrevue inespérée avec son souverain pour relancer le projet d'attaque contre Alger, projet qu'il avait élaboré l'an passé avec Vincent de Paul, mais que les marchands marseillais avaient alors refusé de financer. Les Turcs d'Alger, dont la flotte est maintenant forte de plus de 30 navires, attaquent impunément les côtes de Provence et vont jusqu'au faubourg de Marseille capturer des esclaves. Les quelques vaisseaux français en état de naviguer sont trop lents pour rattraper les brigantins turcs. Il est urgent d'équiper la flotte de frégates rapides, mieux adaptées à la course, et surtout de renforcer l'escadre des galères, seul type de bâtiment apte, lorsque le vent vient à manquer, à prendre en chasse les pirates d'Alger. Il est surtout indispensable, mais ce sera plus lent, plus difficile et plus coûteux, de reconstituer un corps d'officiers et des équipages compétents et disciplinés et de remettre en état les arsenaux et les chantiers de construction navale inactifs depuis bien des années et laissés complètement à l'abandon. La croisière du chevalier Paul en 1660. Les suggestions respectueuses du chevalier à son roi sont vite suivies d'effet. Dès son retour à Paris, Louis XIV donne des ordres pour renforcer la marine. Par arrêté en date du 12 février 1660, le jour même de son arrivée à Paris, le roi licencie une grande partie des officiers des galères. Il ordonne à chacun des chanceliers navals du royaume de construire un vaisseau ou une frégate chaque année. 6 galères sont aujourd'hui disponibles.
Mais en mauvais état, on les réparera et on s'en procurera 8 nouvelles d'ici 2 ans. 2 seront achetées aux Génois, les autres seront construites à Gênes et à Malte. La construction de la Capiton, future galère amirale, sera confiée à Luciur Chabert, un Marseillais devenu le plus habile artisan naval de Malte. Et c'est Puget, le célèbre sculpteur, qui en assurera la décoration. Louis XIV ordonne également la construction de navires de guerre miniatures pour assurer les promenades et pour organiser des situations de combat naval sur les canaux des parcs royaux. Par ces spectacles, le roi espère intéresser ses ministres et la cour aux affaires de la marine. Louis XIV envoie à Paul une commission le nommant lieutenant général représentant la personne du roi en l'armée navale. La déclaration qui accompagne cette commission est une reconnaissance officielle par le roi de la faiblesse de son arme navale et une affirmation de sa volonté de la restaurer. Début de la déclaration. La guerre que nous nous trouvâmes obligés de soutenir à notre avènement à la couronne contre l'Empire et l'Espagne, et que tant de soins que nous ayons employés n'ont pu terminer que depuis très peu de temps, nous ayons obligé d'entretenir plusieurs armées considérables, tant dedans que dehors notre royaume. Nos finances en ont été tellement épuisées que nous fûmes contraints, afin de pourvoir aux nécessités les plus pressantes de notre État, de négliger l'entretien de nos flottes, dont il s'en est suivi un notable dépérissement. Nous n'avons pourvu au rétablissement d'un bon nombre de vaisseaux qui étaient dans nos ports et à la construction de quelques autres pour faire mettre en mer une armée navale qui sera employée, soit par nous, soit par nos alliés, à l'exécution des desseins qui seraient formés par le bien général de la chrétienté, auquel nous nous sentons étroitement obligés de concourir en toutes occasions, en qualité de roi, très chrétien et de fils aisé de l'Église. Fin de la déclaration. L'Europe est effectivement menacée par les Turcs. Le nouveau sultan Mourad IV a reconstitué l'armée et construit une puissante flotte. Louis XIV, se voulant le champion de la chrétienté, décide d'envoyer un contingent de 3000 hommes pour soutenir les forces de Venise assiégées depuis 15 ans à Candie, la capitale de la Crète. C'est à Paul qu'il confie la mission de convoyer ses troupes. Il lui ordonne également d'aller sur son chemin du retour devant Tripoli, Tunis puis Alger pour y négocier la libération des esclaves français et, en cas de refus des pachas, de brûler leurs vaisseaux et de détruire leurs villes. Avant d'accomplir cette nouvelle mission, Paul se rend à Malte sur ordre du roi pour informer le grand maître de l'ordre de la volonté de Louis XIV de soutenir la chrétienté dans sa lutte contre les Turcs. Au début de l'été, Paul apparaît avec 9 vaisseaux commandés par ses meilleurs capitaines, d'Uquesne, Gabarret, des Ardents, de Fricambault. Après avoir débarqué le contingent français à Candie, il met le cap sur les côtes d'Afrique du Nord. À la fin du mois de juillet, il arrive devant Tripoli. Mais les Provençaux, notamment parmi les négociants juifs de Marseille, craignant qu'une détérioration des relations de la France avec les Turcs ne nuise à leurs intérêts commerciaux, ont multiplié les indiscrétions. Tout effort de surprise évanoui, Paul, à son arrivée devant Tripoli, trouve les vaisseaux turcs à l'abri, 2 navires coulés devant l'entrée du port, les amarres tendues en travers de la passe, 3 batteries installées à l'entrée du port et les canonniers à leur poste dans les 3 forts qui protègent la ville. Il envoie un émissaire au pacha avec une lettre qu'il débute par une formule diplomatique. « Je sais la considération que le roi mon souverain fait de l'amitié de votre empereur. » Mais Paul est un marin, c'est un guerrier, il n'est pas diplomate. Alors qu'il sait parfaitement être dans l'impossibilité de tenter quoi que ce soit contre la flotte turque et contre la ville, il conclut brutalement sa lettre en sommant le pacha de libérer les esclaves français, promptement et favorablement.
de peur, ajoute-t-il, que je ne sois obligé de vous déclarer la guerre, ce que je ne ferai point si vous inclinez à la paix. La réponse du pacha est tout aussi abrupte. Paul la rapporte à Mazarin en ces termes. Les habitants de Tripoli, ayant eu nouvelle qu'on devait venir en Barbarie, s'étaient mis en état de se défendre et de ne rien craindre. Ils avaient 15 000 hommes, cavaliers et infanterie. Ils avaient su que nous avions porté des secours aux Vénitiens contre le grand seigneur, leur empereur, et après cela, ils, ils ne pouvaient en aucune façon entendre parler de paix avec les Français. Le pacha ne pouvait bâiller les esclaves français sans le rachat ordinaire, encore moins pouvait-il empêcher les courses de ces vaisseaux et bâtiments sans lesquels Tripoli ne pouvait subsister ni lui se maintenir dans son état. Nous ayant opposé leur traité de paix avec les Anglais, nous leur avons réparti que nous ne suivions pas les exemples des Anglais et qu'il n'y avait nulle comparaison à faire d'un si puissant monarque que le roi de France à une réplique. À l'issue de ce premier échange de lettres, Paul réunit les capitaines de ces vaisseaux. Le conseil constate ne pouvoir pour le moment rien faire de glorieux pour les armes du roi à Tripoli et décide à l'unanimité de feindre de vouloir composer un rachat des esclaves français pour pouvoir sortir honorablement de la chose. S'ensuit alors un long et ignoble marchandage des 186 esclaves français détenus à Tripoli. Le prix du rachat ordinaire est fixé par le pacha à 200 piastres par individu. Nous ne le ferons pas du tout, réplique Paul aux émissaires, et nous sommes résolus d'aller mettre les murailles et la ville par terre si le pacha ne les laisse pour 100 piastres. Le pacha fait répondre qu'il les laisserait à 150 piastres pièce, juste prix qu'il les achète les Levantins, qu'après cela, il n'y avait rien d'autre à attendre. Satisfait d'avoir obtenu une lettre avec le cachet du pacha pour confirmer ce dernier prix, Paul réunit à nouveau ses capitaines qui, considérant que traité n'était proprement qu'un honnête prétexte pour se tirer d'ici avec honneur, unanimement et d'un commun consentement, décident, pour le grand bien du service du roi, de continuer leur route. On prétexte au pacha que pour accepter sa proposition, il est indispensable d'en recevoir ordre du roi. Et le 27 juillet, l'escadre française appareille pour Tunis. Paul, ce jour-là, conclut son rapport à Mazarin avec une candeur mêlée de forfanterie en affirmant: si nous avions pu faire entrer nos vaisseaux, ils auraient tout foudroyé. Devant Tunis, le même scénario ou presque se renouvelle. Proposition des Français d'échanger leurs esclaves contre des prisonniers turcs, menace au refus du Dey qui n'accepte de rendre les Français qu'après qu'on lui ait remis les Turcs et qui précise que les Français, capturés en course aux prisonniers du pays ennemi, ne seront restitués que par la voie du rachat. L'embarras de Paul redouble lorsqu'il découvre que le gouverneur de Provence, le duc de Mecker, fils aîné du duc de Vendôme, vient d'envoyer un émissaire pour négocier avec Tunis. Le conseil à nouveau réuni décide une nouvelle fois de poursuivre la route. Après ces reculades successives, Paul commence à craindre pour sa réputation. Il espère sans doute la défendre par les nouvelles fanfaronnades dont il émaille son rapport à Mazarin. Je m'estime le plus malheureux des hommes de n'avoir pu faire jusqu'ici quelque chose de considérable pour la satisfaction de V.E., ce qui ne serait fait très facilement si l'envoyé de Mercœur ne fût pas venu plus tôt que l'armée navale. Enfin, monseigneur, si je suis assez heureux de mener ces messieurs à Alger, et que leur impatience et empressement n'empêchent point mes desseins, j'espère avec l'aide de Dieu qu'à grands coups de canon contre leur ville, je ferai réussir toute chose au contentement de V.E.,
car Monseigneur, c'est avec le grand feu, en les assaillant de temps et temps de jour et de nuit, tantôt par le canon et tantôt par les brûlots, que l'on pourra mettre Alger à la raison, et aussi en leur manifestant que l'on ne bougera point de leur rade jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux volontés du roi. Malheureusement pour Paul, son escale à Alger sera encore moins brillante que les précédentes. Le pacha d'Alger n'accepte même pas de recevoir les émissaires français qui, d'une chaloupe, brandissent un drapeau blanc. Au premier coup de canon, fait savoir le pacha, je mettrai consuls, chevaliers, prêtres et autres Français à la bouche de mes pièces, et vous les enverrez avec mes boulets. Au conseil réuni à nouveau, les capitaines dans leur ensemble estiment qu'il serait désavantageux et reprochable aux armes du roi, après avoir paru ici et y avoir été traités en ennemis, d'en partir sans essayer de brûler leurs navires et d'entrer dans leur port. Mais les vents contraires empêchent toute manœuvre. Après 9 jours d'attente, le commissaire fait savoir que toutes les viandes sont avariées et que l'on va bientôt manquer de vivres. Le conseil unanime décide de regagner Toulon. À bord du vaisseau amiral, la traversée est particulièrement pénible. La Françoise, percée par les vers, fait eau de toutes parts et une partie de l'équipage est occupée sans cesse à la manœuvre des pompes. Pendant que se déroule cette croisière insultante pour les armes du roi, les barbaresques restent maîtres de la Méditerranée. En juin, au moment où Saint-Jean-de-Luz en célèbre solennellement le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, les corsaires d'Alger attaquent en Méditerranée la petite flotte française partie pour aller coloniser l'île Bourbon, s'emparent du chef de l'expédition, M. de Flaucourt, et le tuent. Au cours de l'été, les pirates font de nouveaux prisonniers aux portes même de Marseille. La naissance du projet dans l'esprit du roi. À son retour à Toulon, le chevalier Paul apprend la mort de son ami Vincent de Paul. L'apôtre des galériens et des esclaves s'est éteint le 27 septembre 1660 sans que son rêve d'une croisade contre les Turcs n'ait éveillé l'intérêt de la nation, ni que son projet d'expédition contre Alger n'ait surmonté les réticences des marchands marseillais et celles de Mazarin. La disparition de Vincent de Paul va marquer une nette évolution de la politique française en Méditerranée. La crainte du péril turc va désormais l'emporter sur les considérations religieuses. Au cours de l'hiver 1660-1661, on note une recrudescence de l'activité de la flotte d'Alger qui navigue maintenant en escadre. En 6 mois, les barbaresques arraisonnent plusieurs dizaines de navires européens et capturent plus de 500 nouveaux esclaves. Louis XIV a été humilié par les chefs de la croisière de Paul et l'arrogance des pachas. Les limites de sa patience sont atteintes. Aussi considère-t-il avec l'intérêt des deux mémoires que le 2 novembre, le chevalier Paul lui adresse avec ses recommandations pour lutter contre les pirates d'Alger. Dans le premier de ses mémoires, il semble avoir oublié ses récentes déconvenues et il propose une nouvelle campagne avec 8 vaisseaux et 4 brûlots, soit la totalité des bâtiments disponibles à Toulon, pour attaquer les corsaires et les brûler dans leur port. Il recommande de partir au début du printemps pour bénéficier de la belle saison. Il établit même un devis et calcule très précisément le coût de l'opération. 245 900 livres. Paul stipule ensuite que le second moyen d'abattre l'orgueil des barbaresques, ce serait d'attaquer à force ouverte leurs ports et forteresses par l'artillerie des vaisseaux, qui pourrait facilement faire entrer nos soldats dans les places les plus faibles et les plus faciles à conserver, ainsi que la Goulette, Tripoli ou Porto Farina. Et si Dieu voulait que l'on s'empare de l'une de ces places ci-dessus, pour ne pas rompre avec le grand seigneur, on pourrait la remettre à la garde d'un chevalier de Malte. Dans son deuxième mémoire, Paul propose un projet plus ambitieux en vue de ruiner et détruire entièrement les 3 principales villes de la côte de Barbarie, Alger, Tripoli et Tunis.
Le moyen le plus assuré pour couper la racine de cette abominable canaille et saper les fondements de leur piraterie serait d'attaquer ces villes barbaresques sur terre avec une armée de 20 000 à 25 000 hommes. Il affirme que les Turcs ne sont pas de bons combattants, d'autant qu'ils auraient à garder les 30 000 esclaves chrétiens prêts à se révolter et qu'ils devraient se défendre des Kabyles de Coucou.